de parole. Je vous l'avais annoncé en introduction. Nous allons maintenant nous plonger dans ce grand bleu qui nous entoure et parler d'économie bleue. Alors nous avons de nombreux invités, je sais qu'ils sont prévenus, je vais leur demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir commencer à se rapprocher de l'estrade avant que je puisse les présenter, ce qui va me donner le temps de faire une petite page de pub. Vous savez qu'il n'y a pas de bel événement sans des partenaires engagés et généreux. Pendant que nos invités me rejoignent, je voudrais saluer et remercier Cap Méchant qui va nous permettre de passer un très bon moment autour d'un cocktail ce soir, Cyrano qui nous accueille, le groupe Castel Covino qui nous a emmenés en promenade en mer et hier soir, les sociétés, les maisons Isotier, Châtel, Brasserie de Bourbon, Australine et Vivalo qui vont nous désaltérer, le DJ Coco Noise, le groupe Caillé qui transporte nos invités, Offital, Sorédier, Mascarin qui vous ont offert les pauses café, thé et chocolat cet après-midi, Colipéi, l'effet pays qui équipe tous nos jeunes du MEDEF en t-shirt, SFR qui prend soin de vos augustes postérieurs sur ces chaises pendant cette assemblée générale, et puis le lycée hôtelier et le rectorat qui nous mettront ce soir à disposition une équipe de jeunes qui assureront le service. Voilà, je les remercie sincèrement pour leur engagement aux côtés du MEDEF Réunion sur cet événement. Comme toutes les îles, notre territoire, allez-y, montez, installez-vous, je vais vous présenter dans un instant. Monsieur Waro, installez-vous, rejoignez-moi. Notre territoire est une portion de terre entourée d'eau. Difficile d'imaginer un développement sans imaginer exploiter et aussi préserver cet énorme potentiel qui s'offre à nous. À La Réunion, la filière est en structuration et l'île de La Réunion porte ce projet de structuration. Merci à tous d'être là. Nous allons donc, au travers de cette séquence, voulu faire un point en 3 temps. Premier point, quelles sont les conditions du développement d'une économie bleue à La Réunion et dans la zone océan Indien. Deuxième point, voir comment il est possible de concilier développement économique et préservation des ressources inestimables qui sont les nôtres. Et enfin, vous présenter quelques cas concrets. Je vais donc vous présenter maintenant rapidement nos invités. François-Régis Mandavial, bonjour, décidément, j'y arriverai pas. Vous êtes amiral et expert maritime. Jérôme Lafont. Alors je vous le présente dans l'ordre d'intervention. Hein. Vous êtes directeur adjoint des affaires maritimes, la direction de la mer. Wilfried Berti, merci de nous avoir rejoint, monsieur le conseiller régional. Nous avons également avec nous Lionel Garde, le directeur des TAF. Je le vois là-bas. Vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, vous démasquer. Monsieur le maire du port, Olivier Waro, merci d'être là. Éric Le Grigeois, vous êtes directeur du Grand Port Maritime. Bonjour, monsieur. Sébastien Camus, chef d'entreprise également ce soir avec sa casquette du président du cluster maritime. Karine Potin. Madame Potin, merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice de la réserve nationale marine de La Réunion. Jean-Marc Gansil, directeur de la communication de Globis. C'est une ONG qui est dédiée à la conservation des cétacés. Prenez place, madame, merci. Henri-Philippe Tessier, chef d'entreprise, qui fait des merveilles avec les déchets de poissons, on verra ça tout à l'heure. Et Stéphane Is, qui est le représentant pour la Réunion et Maurice d'une société spécialisée en éolien flottant. Voilà, donc de nombreux invités qui vont prendre la parole dans un instant. Eu égard à leur nombre, et je les remercie d'être là aussi nombreux, nous n'avons pas prévu, et je vous demande de nous en excuser, d'échanges avec la salle parce que ça prendrait un temps que nous n'avons malheureusement pas ce soir. Vous aurez la possibilité de continuer les échanges à l'issue du cocktail, bien sûr, auquel vous êtes tous conviés. Avant que nous commencions cette table ronde, je vous demande d'accueillir celle qui a accepté d'être notre grand témoin durant cette séquence. Elle est la présidente de la Fondation de la mer, mesdames et messieurs, Sabine Roux de Bézieux. Monsieur le préfet, monsieur le conseiller régional, monsieur Hervé Mariton, président de la FEDOM, mesdames et messieurs les présidentes et les présidents, chers membres du MEDEF. Je suis très honorée d'être présente ce soir pour parler de mer. Alors, je pense qu'on peut tous prendre une seconde pour tourner la tête vers la droite et se dire qu'on est au bord de la mer, qu'on a beaucoup de chance et que vous avez beaucoup de chance de vivre sur une île comme celle-ci. Nous sortons de 3 crises. 2 crises énergie, une crise sanitaire. 2 crises énergie, souvenez-vous, ça nous semble loin aujourd'hui. C'était les gilets jaunes, une crise carbone que nous avons tous vécue. Ensuite, une deuxième crise énergie, c'est celle que nous rencontrons en ce moment avec le Premier ministre qui fait un chèque à des millions de Français pour combattre l'inflation sur les prix de l'énergie.
Et puis nous sortons à peine, tout juste, d'une crise sanitaire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces crises? Parce qu'en fait, elles ont un lien avec l'océan. Les crises énergie sont liées à l'émission de carbone sur la planète et à la nécessité de faire face à cette décarbonation. La crise sanitaire, beaucoup de scientifiques nous disent que cette crise sanitaire est liée à une perte de diversité. L'océan est complètement en lien avec l'enjeu du climat, l'enjeu de la biodiversité. Sans doute le savez-vous, mais l'océan, c'est le régulateur du climat. La moitié de l'oxygène que nous respirons provient du phytoplancton, donc de l'océan. Donc le poumon de la planète, ce n'est pas la forêt amazonienne. Je suis désolée si certains sont représentants de la Guyane ici. Mais le poumon de la planète, c'est un poumon bleu, c'est l'océan. L'océan absorbe le CO2, donc à travers le phytoplancton. Et l'océan, c'est 71% de la surface de la planète. C'est le régulateur du climat. C'est aussi le lieu de la biodiversité. Vous savez que 97,5% de l'eau sur la planète, c'est de l'eau salée. On n'a que 2,5% d'eau douce sur la planète. Et la grande majorité, plus de 80% de la biodiversité de la planète se trouve dans les océans, à des milliers parfois de kilomètres de profondeur. C'est quelque chose qu'on connaît peu en général. Vous le savez sans doute davantage puisque vous vivez sur une île. Vous savez que vous savez l'importance de l'océan pour vous, pour l'eau, pour l'alimentation et surtout pour l'accès à des biens essentiels qui arrivent par voie de mer. Et sans doute le chiffre de 85% du commerce mondial qui passe par voie de mer est beaucoup plus élevé sur ce territoire de la Réunion. Alors, la mer, je sais qu'on m'en a parlé depuis que je suis ici. L'accès à la mer est un enjeu pour les Réunionnais et pour le tourisme. Mais ce que je vous propose ce soir, c'est de penser la mer comme une opportunité. Alors j'ai entendu l'expression tout à l'heure « dissote la mer », donc se tourner vers la mer. Ce que je vais vous proposer, c'est « dissote la terre », c'est-à-dire de se placer en mer et de regarder la terre en partant de la mer. Ça donne une vision complètement différente du territoire de la Réunion. Et d'ailleurs, ça permet d'abord d'avoir une approche géopolitique, de se dire, au fond, la mondialisation dont on parle, c'est d'abord et avant tout une maritimisation. On est une planète bleue. Thomas Pesquet, je ne sais pas si vous regardez ses tweets, mais Thomas Pesquet, maintenant, quand il était petit, il rêvait d'aller dans les étoiles. Et aujourd'hui, ce dont il rêve, c'est de l'océan, c'est de la planète bleue. C'est ce qui lui manque le plus. Donc n'oublions pas que, vu de l'espace, nous sommes une planète bleue. Et vu de la mer, nos espaces français sont des opportunités. Alors évidemment, 11 millions de kilomètres carrés, la France c'est un archipel, vous le vivez particulièrement ici. Ces millions de kilomètres carrés ne sont une chance que par la stratégie ou le positionnement géopolitique que cela donne à la France. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la Fondation de la mer, au sein du Conseil économique et social et environnemental, au CESE, nous avons choisi non pas de siéger à la Commission environnement, mais à la Commission des affaires européennes et internationales, pour bien souligner la dimension géostratégique et internationale de la mer. L'économie bleue, puisque c'est le sujet de cette table ronde, c'est l'économie de la mondialisation, c'est l'économie de la maritimisation. Et c'est ça dont je voudrais vous parler ce soir. Les chiffres classiques de l'économie bleue indiquent qu'elle représente à peu près 6-7% de l'économie maritime, de l'économie de la France. Nous, à la Fondation de la mer, avec le BCG, il y a quelques années, on avait fait un exercice qui consistait à essayer d'évaluer, à contrario, ce que le PIB français perdrait si on n'avait pas la mer. Donc on avait trouvé un chiffre de 14%, c'est-à-dire quasiment le double de l'économie maritime stricto sensu. Pourquoi ? Parce qu'on a inclus évidemment l'économie historique, la pêche, l'aquaculture, la construction maritime, le transport maritime, les infrastructures maritimes, mais on a aussi inclus les économies du XXe siècle, les secteurs industriels du XXe siècle, tout ce qui est forage pétrolier offshore, donc on va sans doute diminuer ces montants-là, mais aujourd'hui ce sont des milliards d'euros qui contribuent au PIB français. Et puis l'économie du tourisme, qui est par essence l'économie du XXe siècle. Et puis au XXIe siècle, et dans les années qui ont représenté la fin du XXe siècle, on a toute une série d'économies émergentes, de secteurs émergents. Alors le premier, c'est les câbles sous-marins. Alors ils ne datent pas du XXe siècle, les premiers datent du XIXe siècle, mais on voit bien qu'avec le développement du numérique, ces câbles ont pris une place extrêmement importante. Et si la Réunion est fibrée, c'est parce que vous avez des câbles qui vous relient à l'ensemble de la planète.
Vous avez aussi les énergies marines renouvelables. Je sais qu'il y a un certain nombre de projets en cours sur l'île de la Réunion. Il y a le dessalement d'eau de mer. Donc les marins le savent. Hein, on utilise des technologies anciennes d'osmose pour avoir de l'eau de mer. Et puis il y a toutes les biotech marines dont on pense que ce sont les sources de nos médicaments de demain. Dès aujourd'hui, la moitié des traitements contre le cancer contient au moins une molécule marine. Et comme on sait qu'on a aujourd'hui connaissance ou qu'on a découvert à peu près 80 ou 90%, enfin qu'il nous reste à découvrir, pardon, 80 à 90% des espèces marines, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter en termes d'impact sur la santé. Donc 14% du PIB, c'était l'équivalent de 14% du PIB, c'était le chiffre auquel nous étions parvenus il y a 4 ans quand on avait fait cet exercice avec le BCG. Et en retravaillant, en fait, on s'est dit que ce chiffre est encore largement sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait y inclure toute l'économie des déchets. On voit bien, ça a été évoqué tout à l'heure, que la pollution que l'on retrouve en mer et dont on voit les effets désastreux. J'ai rencontré hier les personnes de Kélonia. On voit bien que 90% des tortues qui sont soignées dans cet hôpital de tortues ont ingéré du plastique. Donc cette question des déchets est devenue centrale, a un impact sur l'état de l'océan et donc a un lien avec l'économie bleue. On peut aussi parler du numérique. Nous, on a une convention avec le CNES et on travaille aujourd'hui avec le CNES pour développer une meilleure connaissance de l'océan. On peut aussi parler de la santé, je viens de le faire. On peut parler des terres et des métaux rares. Alors je ne sais pas si on va aller si et quand et dans quelles conditions on va aller les explorer et les exploiter. Certainement aujourd'hui les technologies ne sont pas prêtes et donc nous on n'est absolument pas favorable aujourd'hui à aller forer les sous-sols, les grands fonds marins. Peut-être que dans quelques dizaines d'années, quand on aura des technologies qui le permettront, ce sera quelque chose qui sera envisageable. Et puis il y a toutes les solutions inspirées de la nature, dont je sais aussi que certains d'entre vous travaillent sur le sujet. Donc l'économie bleue, c'est 6%, si on regarde stricto sensu, c'est 14%, ou alors c'est peut-être plus de 20%. Et dans une île, moi j'aurais tendance à vous dire que vous êtes non pas une terre verte, mais une terre bleue. Alors l'enjeu ce soir devant un parterre de chefs d'entreprise, c'est de réconcilier l'économie et l'écologie. Économie, écologie, ça a la même racine. C'est oikos, c'est la maison en grec. Ça veut bien dire que tout ça, c'est notre maison commune qu'il faut partager. Et c'est plus une option. C'est plus une option pour nous, c'est plus une option pour nos enfants. Il faut s'engager dans cette voie. J'ai entendu beaucoup qui disaient tout à l'heure, il faut faire ça ensemble. Moi, je rajouterais, il faut le faire vite. Les rapports du GIEC, les uns après les autres, attirent l'attention. Et tant mieux, et on a une prise de conscience. Mais notre position, c'est qu'on ne va pas assez vite. Il faut aller beaucoup plus vite sur le climat et sur la biodiversité. Vous avez peut-être vu l'année dernière une étude de Swiss Re, le réassureur, qui explique que 55% du PIB mondial est lié à la biodiversité. Et donc les pertes de biodiversité peuvent avoir un impact. Ça ne veut pas dire que les 55% vont disparaître, mais peuvent avoir un impact sur 55% du PIB mondial. Donc la bonne santé d'un territoire a un lien direct avec la bonne santé d'un territoire avec la bonne santé de l'économie. Clairement, par exemple, si on prend la pêche, la bonne santé d'un écosystème marin à proximité d'une terre comme en haute mer a un impact direct sur la quantité de ressources halieutiques. Alors, à la Fondation de la mer, on a été créé il y a 6 ans par l'ensemble du monde maritime, avec pour mission d'aller se mettre au service de tous et d'aller porter cette conviction que la mer est l'avenir de la Terre, l'avenir de l'humanité à l'ensemble des Français. On a pris ce sujet très au sérieux, à l'époque où ce n'était pas encore complètement une évidence pour tout le monde. Et nous faisons ça avec la Marine nationale, amiral, avec des entreprises, avec des scientifiques, avec des navigateurs, avec le monde de l'économie maritime, avec l'ensemble des ministères. Et nous nous engageons sur tous les fronts indispensables sur les questions de mer. Alors, je ne vais pas vous raconter ce soir en détail tous les programmes que nous faisons. Ce que je voulais vous faire, c'était vous présenter quelques-uns des programmes que nous faisons, qui sont financés par des entreprises en métropole, mais qui se passent ici à La Réunion, si ça peut inspirer certains d'entre vous pour les déployer davantage. Alors, ici, vous avez un premier projet. Et peut-être que je vais vous présenter ces projets en vous expliquant ce qui a motivé les entreprises qui ont souhaité s'engager avec nous.
Ce premier projet, c'est des entreprises qui souhaitent s'intéresser aux enfants, à l'éducation, parce que, évidemment, l'enjeu numéro 1, c'est l'éducation des enfants et la transmission. Nous avons une convention avec l'Éducation nationale depuis le début de la Fondation de la Mer. Et nous travaillons à sensibiliser les enfants. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille avec l'Éducation nationale? Parce que notre obsession, c'est d'avoir de l'impact, comme vous, chef d'entreprise. Et donc quand vous travaillez avec la Direction générale de l'enseignement scolaire, vous développez un programme, ils appuient sur un bouton et ça part à 35 000 élèves de CM1 en France. C'est beaucoup plus efficace que d'aller taper à la porte de chacun des collèges pour parler aux enseignants. Et donc ça nous permet, sur tous nos programmes, de toucher des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants sur chaque opération. Alors, on a des kits pédagogiques qu'on a développés avec la Marine nationale et avec des ambassadeurs. Et on a un concours qui s'appelle Art en plastique pour l'océan. Et donc là, vous voyez la production qui a été faite par l'école Charles Vendômel à la ville du Port. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont fait un travail absolument incroyable. Ils ont utilisé des cartons d'emballage. Il y a une famille qui avait acheté un réfrigérateur. Ils ont apporté l'emballage carton du réfrigérateur. Ils l'ont bourré de 280 bouteilles en plastique que les enfants ont ramenées de chez eux. Et ils ont mis plein de produits en plastique aussi. Les yeux, on ne les voit pas très bien, ils sont faits avec des balles de golf, ou des balles de ping-pong, pardon, en plastique, qui ont été peintes avec de la peinture à l'eau, évidemment, m'a expliqué l'enseignante. Donc ça, c'est un des exemples d'un concours qu'on mène avec l'Éducation nationale. On a 15 000 élèves qui ont participé l'année dernière, autant l'année d'avant, même en période de confinement. Ça mobilise les enfants, on fait appel à leurs émotions, et ça, c'est très important. Voilà. On travaille sur un conte musical aussi à partir de 2022. On a toute une série de programmes pour les enfants. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'éducation. Le deuxième qui est important, qui a été beaucoup évoqué, c'est la question de l'innovation. L'innovation, c'est important. On nous donne des bourses de recherche à des jeunes doctorants, dont certains s'intéressent à des sujets qui sont en lien avec l'outre-mer, parce qu'évidemment, on a de telles ressources ici, notamment les récifs coralliens, chère Karine, que c'est un domaine de recherche absolument infini pour nos chercheurs. On a par exemple une chercheuse qui a travaillé en Polynésie sur l'impact du tourisme sur les populations de dauphins. Donc je sais que ici, il y a une question sur le tourisme sur les populations de baleines à bosse. Donc il y a cette question de la recherche est extrêmement importante pour pouvoir combiner écologie et économie. On a un autre point qui est important, et moi j'entends beaucoup de la part des entreprises, c'est le besoin d'avoir des projets sérieux, solides, à impact et validés scientifiquement. Et nous, c'est la raison pour laquelle on s'est associé avec l'IFRECOR, qui est l'initiative française pour les récifs coralliens, qui est une initiative du ministère de l'Outre-mer et du ministère de la Transition écologique, qui sélectionne avec son conseil scientifique et avec le nôtre les projets les plus solides pour protéger les écosystèmes menacés que sont les récifs coralliens, donc ici les mangroves, par exemple à Mayotte, ou les herbiers. Et ici, à La Réunion, on soutient un projet qui s'appelle Mercicor. Karine Potin vous expliquera en détail ce dont il s'agit. C'est un magnifique programme, un projet à impact, avec de la data, enfin tout ce qu'on aime. SOS Corail, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un bon exemple du faire ensemble. On a l'État qui abonde les dons des entreprises et des particuliers, donc sur une plateforme de crowdfunding. On a nous, la Fondation, et on a des acteurs de terrain qui mènent des projets. Et sans l'un de ces 4 acteurs, le programme n'aurait pas pu avoir lieu, et donc c'est des centaines de milliers d'euros qui n'auraient pas été dirigés sur ces projets. Ce que me disent aussi les entreprises, c'est que vous avez besoin de mobiliser vos collaborateurs. Et là, on a un programme qui fonctionne très bien, qui s'appelle Un geste pour la mer. On a 150 associations de terrain qui organisent des collectes de déchets. J'en ai rencontré une ce matin à La Réunion, qui est membre de notre programme, donc inscrit sur la plateforme ungestepourlamer.org. Et donc, ces associations organisent des collectes de déchets, font de la sensibilisation et font passer l'action, font passer un message à travers l'action. Et puis, dernier point vraiment important, c'est pour les entreprises, pouvoir communiquer et valoriser les actions que vous menez. Parce que si vous êtes aussi nombreux dans cette salle, c'est que la question de l'économie bleue vous intéresse, que vous avez cette compréhension que le bon état de l'océan, le bon état de la nature a un impact sur vos business. Et donc, on a développé, c'est une première mondiale, un label qui s'appelle Ocean Approved, qui a été reconnu comme une best practice par l'ONU dans le cadre des sciences de l'océan, lancé avec la ministre de la Mer au mois de juin. Et ce label, pour lequel on a comme partenaire le Bureau Veritas comme
organisme certificateur, permet aux entreprises de mesurer leur impact sur l'océan en utilisant les cibles de l'ODD 14, les objectifs du développement durable numéro 14, de mettre en place des évaluations, donc d'évaluer l'impact, de mettre des indicateurs et de mettre en place des programmes d'action. Voilà, donc les premiers labels seront remis cet hiver par la ministre de la Mer à l'occasion du One Ocean Summit. Voilà, donc je vais laisser la parole aux invités. Je voudrais juste peut-être vous dire que je pense que l'économie de la Réunion, c'est une économie bleue, parce que vous êtes sur une île, parce que tout se tient, parce que vous êtes au milieu de l'océan. Donc gardez bien en tête cette idée de vous mettre au milieu de la mer pour regarder votre économie, et je vous assure, vous êtes tous une économie bleue, il faut juste l'accélérer. Merci. Merci infiniment, Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer. Voilà. Comme au théâtre, on va modifier légèrement le décor avant de commencer cette table ronde. Merci, on vous retrouvera à l'issue de cette table ronde pour que vous puissiez nous faire partager votre ressenti suite aux échanges que nous allons commencer maintenant. Merci à tous d'être là. Vraiment, on a préparé cette séquence ensemble. Alors je sais que vous êtes beaucoup, vous avez accepté d'être là, vous avez accepté les règles du jeu, donc nous sommes convenus que vous auriez à peu près 5 minutes chacun. Je sais que c'est un peu frustrant, qu'il n'y aura pas d'échange avec la salle, mais merci encore une fois d'avoir accepté cette règle du jeu. Notre premier intervenant est amiral de la Marine nationale, François-Régis Cloupement-Davial. Vous avez passé 35 années au service de la Marine, dont 15 sur un bâtiment de combat dans tous les océans du globe, et notamment ici dans notre zone océan Indien. On vous a ensuite confié le projet Crimario. En clair, c'est l'Europe qui a investi pour uniformiser ses connaissances maritimes des pays partenaires de la zone. Ça concerne les Comores, le Kenya, Madame, Maurice, Seychelles, et puis après Inde, Sri Lanka, Mozambique, Djibouti, Tanzanie. On parle là d'intelligence collective. Alors en échangeant avec vous, préalablement à cette rencontre, vous avez été clair, vous avez dit sans sécurité maritime, pas d'économie bleue. Selon vous, quel est le rôle géostratégique de la Réunion pour la France et pour l'Europe dans cette région du globe, amiral ? Oui, merci Laurent. Effectivement, quand on en a parlé, c'est venu spontanément. Il ne peut pas y avoir d'économie bleue sans sécurité maritime. Il faut se rappeler simplement ce qui s'est passé entre 2008 et 2012, où la piraterie au large de la Somalie a considérablement bouleversé et compliqué les flux maritimes, que ce soit le transport de marchandises, que ce soit la pêche hauturière. Et il a fallu et ça a renchéri en plus effectivement le coût du fret. Il a fallu innover là aussi et trouver d'autres solutions pour pacifier et continuer à fluidifier cette économie bleue dont le transport maritime fait partie. Alors ici à La Réunion, la France possède dans cet océan un quart des 11 millions de kilomètres carrés qui constituent son immense territoire maritime. Alors, un quart, d'abord où sont-ils ? Ils sont autour de la Réunion, autour de Mayotte, autour des îles éparses, que ce soit Tromelin, que ce soit Jean de Nova, Europa, Glorieuse, et puis aussi dans le sud, près des terres australes et antarctiques françaises. Là aussi, on a beaucoup de territoires. Et donc, ces territoires représente environ, je l'ai dit, un quart de nos territoires, de notre zone économique exclusive. Alors, ces territoires sont aussi sur les 22 millions de kilomètres carrés de l'océan Indien, c'est 17%. 17%, c'est un septième. Ça nous oblige. Ça nous oblige. Alors, la responsabilité pour assurer cette sécurité dans l'océan et en particulier dans notre zone, revient majoritairement à une administration de l'État, c'est la Marine nationale. Par le biais, ici à La Réunion, d'un commandant de zone maritime qui joue le rôle du préfet maritime avec l'autorité du préfet, de façon à pouvoir coordonner l'ensemble des administrations qui traitent de la sécurité maritime. Alors, quand on parle de sécurité maritime, de quoi parle-t-on ? On parle d'abord, donc j'ai parlé de la lutte contre la piraterie, je vais parler
de la lutte contre les trafics de stupéfiants et les trafics d'armes. Il y en a beaucoup dans cet océan. La lutte contre l'immigration illégale, et on a Mayotte qui est au premier rang. Le contrôle des pêches, là c'est fait par les affaires maritimes. Et aussi et surtout la lutte contre la pêche illicite. Et nos amis des terres australes et l'Atlantique française savent l'importance de cette lutte. Puis le sauvetage et l'aide médicale en mer. Et enfin, la protection de l'environnement, au premier rang desquels la lutte contre la pollution maritime. Cette action de l'État en mer représente un tiers des missions de la Marine nationale. Donc c'est considérable. Outre la Marine nationale, il y a donc aussi les affaires maritimes qui s'occupent du contrôle des pêches en haute mer. Et puis d'autres administrations, dont en particulier les douanes, pour tout ce qui est trafic, la gendarmerie maritime pour tout ce qui est approche maritime, la police pour l'immigration, la sécurité civile et la Société nationale du sauvetage en mer pour le sauvetage en mer près des côtes. Voilà, j'ai brossé très rapidement ce qu'est la sécurité maritime, mais ayons en tête que l'exemple de la piraterie au large de la Somalie nous a un peu échaudés. Il faut vraiment qu'on ait une zone pacifiée pour pouvoir effectivement bien commercer à travers la mer. La deuxième idée, force que je veux vous laisser ce soir, c'est l'Europe. Alors la France est le seul pays européen de l'océan Indien. Ce pays riverain de l'océan Indien, là aussi, l'Europe s'y appuie. L'océan Indien, c'est 70% du transport d'hydrocarbures, c'est 50% du transport de conteneurs, et c'est aussi 70% des exportations européennes qui y passent. L'Europe a donc des intérêts en océan Indien, et c'est la raison pour laquelle, avec l'avènement du phénomène de la piraterie, elle a mis en place dès 2008 une force maritime, c'est-à-dire une première pour l'Europe, de faire en sorte que les pays s'associent militairement. Ça n'a pas été refait depuis d'ailleurs. L'opération Atalanta. L'opération Atalanta a permis de lutter contre la piraterie. Au jour d'aujourd'hui, elle est toujours là. Elle est toujours là. On parle moins de piraterie, mais la piraterie existe toujours. Encore la semaine dernière, il y a eu des attaques de bateaux, mais les bateaux maintenant savent se défendre. La caractéristique de cette région est aussi que les pays qui la constituent ne se parlent pas. De 2017 à 2020, j'ai donc dirigé un projet européen qui s'appelle CRIMARIO pour Critical Maritime Routes in the Indian Ocean. Et ce projet de sécurité maritime avait deux priorités. La première priorité, c'était de faire en sorte que les différents membres des administrations qui traitent de près ou de loin de la mer aient la même connaissance maritime. Et la deuxième priorité était de fournir aux pays que tu as cités, donc nos pays partenaires qui étaient les Comores, le Kenya, Madagascar, Maurice et les Seychelles, leur fournir un outil informatique pour pouvoir échanger des informations maritimes. Et c'est ce qu'on a créé avec un outil qui s'appelle IORIS, pour Indian Ocean Regional Information Sharing, outil qui fonctionne très bien puisque maintenant il a été adopté non seulement par nos partenaires, mais aussi, tu l'as cité, par l'Inde, par le Sri Lanka, par la Tanzanie, par la Mozambique, par le Djibouti, par les Fazoï, ici aussi. Voilà. Donc l'objectif a été rempli et cet objectif a permis à l'Union européenne de dire ça vaut le coup d'investir, de continuer à investir en océan Indien, et ils ont poursuivi le projet CRIMARIO avec un CRIMARIO 2 qui maintenant s'oriente pour l'ensemble de l'océan Indien, en particulier sa partie Est. L'autre projet qui est européen et qui traite de sécurité maritime est le projet MAS, pour Maritime Security, qui est lui piloté par la COI, et qui a permis de mettre en place, d'un côté, un centre de
fusion de l'information maritime à Tananarive, et de l'autre, un centre régional de coordination des opérations à Mahé, et ces deux centres sont légitimes et reconnus dans la région océan Indien. Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, l'Europe s'intéresse à l'océan Indien. Et en conclusion, donc, je vais me répéter, il n'y a pas d'économie bleue sans liberté de navigation et donc sans sécurité maritime. Et la France est le seul pays européen riverain de l'océan Indien. L'Europe est présente en océan Indien. Elle travaille à l'amélioration de la sécurité maritime dans la région par le biais de projets qui, concrètement, y contribuent. Merci. Merci infiniment, Amiral. Alors, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que les conditions de sécurité pour développer une économie bleue sont oui ou non réunies aujourd'hui? Oui. Merci, Amiral. Pour éviter Évidemment. d'avoir à vous interrompre, ce qui est totalement indélicat, quand vous me verrez me lever, veuillez entendre qu'il est pour vous temps de conclure. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse. On me donne un second micro pour vous. Voici. Merci, Jérôme Lafont. Vous avez la gentillesse de représenter le directeur de la mer. C'est bizarre, directeur de la mer, comme appellation. Je ne savais pas que la mer avait un directeur. Tout à fait, je me prends pour Poséidon. Très bien. Vos services ont géré le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche. C'est l'instrument financier, on en parlait à l'instant, de l'Europe pour le financement de l'économie maritime. Alors, c'est la région qui va reprendre la main, Monsieur Bertil, au 1er janvier 2022. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des actions que vous avez financées et des succès que vous avez accompagnés? Oui, très bien. Alors, c'est vrai que pour parler fait en pas, le futur, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, je pense que Wolfine Berti pourra bien développer dans son propos. Et pour illustrer les projets, je pense que mon voisin le fera très très bien, vu que c'est un des exemples de projets qu'on a financés via le FEAMP. Néanmoins, l'outil du FEAMP, c'est un outil au service d'une stratégie plus vaste sur l'ensemble de l'économie bleue. L'économie bleue, c'est pas juste du développement économique d'activités maritimes. Il faut bien avoir à l'esprit, c'est le développement durable basé sur la connaissance d'activités ayant l'océan, la mer comme terrain de jeu. Donc c'est beaucoup plus large, c'est pas que la pêche, l'aquaculture évidemment, mais la pêche et l'aquaculture, via l'outil du FEAMP, ont contribué à cette évolution dans le sens de l'économie bleue vers plus de durabilité, plus de résilience également. C'est évidemment quelque chose qui est important dans le contexte actuel. Donc ce concept d'économie bleue, nous déjà on l'a essayé de l'incarner dans un document stratégique qu'on a construit sur ce bassin maritime du sud de l'océan Indien avec l'ensemble des partenaires, pouvoirs publics, collectivités territoriales, entreprises, représentants des syndicats également et des associations, qui essayent un petit peu de faire la feuille de route de tout ce qu'il faut faire pour accompagner cette économie bleue dans ce bassin sud-océan Indien. Des actions de connaissance, des actions de protection du milieu et de biodiversité, mais des actions aussi de résilience, de réduction des différents risques naturels qu'on peut avoir, et puis derrière des actions de soutien au développement des activités économiques et de la formation, évidemment, c'est également très important. Tout à l'heure, le préfet disait l'État, vous vous attendez, vous, entreprises, qu'il soit à sa place. Alors, sa place, c'est évidemment de favoriser cette réflexion collective, mais nous aussi, on a besoin que les entreprises nous fassent part de leur imagination, de toutes les idées qu'elles seront capables de faire émerger dans leurs esprits féconds. Donc, voilà, ça, c'est vrai que l'État, on n'est pas le plus imaginatif, on essaye, mais souvent, voilà, il ne faut pas hésiter un petit peu à nous titiller, à nous pousser à aller un petit peu plus loin. Et je pense que l'océan, à ce titre-là, est un très beau terrain de jeu. Donc on est vraiment à l'écoute des dernières idées que vous pouvez avoir les uns et les autres. Et puis bon, évidemment, il y aura des normes, il y aura des contraintes, mais on est aussi dans un esprit d'accompagnement sur ces projets de l'économie bleue. On parlait des actions, des outils qu'on a dans notre main, donc évidemment des outils de soutien financier, donc le FEAMP en est un, et sur ces 7 dernières années, on a quand même fortement accompagné à cette filière pêche et aquaculture à La Réunion à mieux se structurer, à aboutir dans sa structuration. Il y a des aides au fonctionnement pour compenser, on l'a dit tout à l'heure, on a des handicaps liés à l'insularité et à l'ultra-périphéricité. Bon, voilà, l'Union européenne le conçoit, le reconnaît et compense ces surcoûts, donc 30 millions d'euros pour être à un niveau équivalent à nos comparses de l'Europe continentale, mais également des outils d'investissement pour
moderniser notre outil productif. Ça a été aussi dans les discours tout à l'heure. On a besoin d'avoir un outil qui à la fois nous permette de renforcer notre autonomie, sans chercher évidemment l'autarcie, mais au moins être capable de mieux répondre aux attentes de notre marché domestique et puis d'être compétitif à l'export. Vous savez tous, les produits aquatiques, c'est le deuxième produit exporté de la Réunion. Donc c'est bien qu'on a des produits d'exception qui viennent beaucoup d'étapes évidemment, mais également des eaux qui bordent la Réunion. Et c'est vraiment une force qu'il faut faire savoir et connaître. Et donc pour ça, il faut soutenir ces investissements et c'est à ça que servait le FEAMP. Le FEAMP était également là pour soutenir des investissements structurels dans les infrastructures portuaires notamment. Et ça se poursuit, et ce n'est pas que pour les plus grands groupes, ce n'est pas que pour les plus grosses entreprises, c'est également pour tout ce petit tissu de PME, d'artisans pêcheurs, de poissonneries, de groupements d'intérêt économique des pêcheurs. Donc on a vraiment un maillage le plus fin possible du territoire pour soutenir ces acteurs et qui sont créateurs d'activités et d'aménagement du territoire. Alors, il y a également dans ce FEAMP des actions de connaissance, parce que si on parle de pêche durable, c'est une pêche qui se base sur une ressource qui est connue, qui est maîtrisée et dont on s'assure que les critères de durabilité sont retenus. Et également des actions de contrôle, parce que voilà, la sécurité, c'est effectivement le fondement de l'économie bleue, c'est aussi l'état de droit, le respect des règles qui est le fondement de cette économie bleue. Et voilà, les normes sont là pour protéger également et pour garantir un niveau équitable entre tous les acteurs. Alors on parle FEAMP, on a aussi d'autres outils de financement des actions, le contrat de convergence et de transformation sur lequel on était associé avec les différentes collectivités territoriales de la Réunion, avec là aussi des actions assez importantes et emblématiques du territoire, de soutien sur des projets sur la biodiversité, pour justement, on évoquait les observations de cétacés, donc améliorer les pratiques d'observation des cétacés en faisant en sorte que les gens soient mieux sensibilisés à ces sujets-là. C'est des choses qu'on soutient également. Des actions aussi, on parle de sécurisation à l'échelle régionale, mais également de sécurisation à l'échelle très réunionnaise, très côtière, hein, parce que voilà, c'est aussi quand même, quand on parle d'économie bleue, il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup d'activités qui évidemment existent à La Réunion et se développent, mais il y a aussi d'autres activités qui, depuis 10 ans, sont beaucoup plus compliquées à pratiquer. On parle des activités nautiques. Ben voilà, grâce au soutien, grâce aux idées, aux projets qu'on a depuis 10 ans de sécurisation face aux risques requins, ben c'est des perspectives de rétablissement de tout la valeur ajoutée qui a été perdue pour le territoire qui se reconstitue désormais avec des vraies perspectives. Et pour finir sur les outils de financement, le plan de relance évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure dans les discours, mais là également, le plan de relance a financé et a accompagné l'économie maritime à La Réunion avec du soutien sur un navire de formation pour la région, des sites de production alimentaire également en aquaculture, et puis également sur l'industrie navale, vu que Pirio a aussi pu bénéficier du plan de relance. Donc on a vraiment su couvrir avec les différents instruments financiers l'ensemble des activités de l'économie bleue. Merci beaucoup Jérôme Lafont. Tout le monde aura corrigé bien sûr. Vous n'êtes pas Éric Mévélec, mais vous avez eu la gentillesse de le représenter. Et merci pour ces messages positifs que vous avez envoyés aux chefs d'entreprise. Alors la transition est trouvée puisqu'une partie de vos délégations passe à la région. Wilfried Bertil, nous sommes ravis de vous retrouver. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de concret, de cadre de rassurant, d'optimisme sur la vision globale et les ambitions de la région en matière d'économie bleue? Je pense qu'il est important, et monsieur le directeur de la mer l'a fait, et madame la directrice de la Fondation de la mer aussi, la présidente l'a dit aussi, l'économie bleue, c'est, d'après un document du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ensemble des activités économiques liées aux océans, aux mers, aux littoraux, et qui respectent les droits humains et l'environnement. Donc vous voyez que l'économie bleue couvre une très large palette d'activités. Comme l'a dit également Madame la Présidente de la Fondation de la mer, cette économie bleue est d'une très grande importance pour l'humanité, puisqu'elle l'a répété, on dit souvent que la mer est l'avenir de la Terre. On dit aussi dans la littérature que le 21e siècle sera maritime ou ne sera pas. Donc dans cet enjeu mondial, la France a un rôle majeur à jouer grâce à ses outre-mer. Ça a été répété tout à l'heure par M. le responsable de la FEDOM et par d'autres également, puisqu'elle possède le deuxième espace maritime du monde, derrière les États-Unis, et avec l'ensemble de l'Europe, c'est le premier espace maritime du monde. C'est dire
sa responsabilité de la France, mais aussi de l'Europe, pour mettre en œuvre une véritable politique maritime mondiale, comme a essayé de le faire le Canada, qui pourtant est bien moins doté que l'Europe et que nous en ce domaine. L'économie bleue est également, pour le développement de la Réunion, un domaine stratégique, puisqu'on est une île à la fois étroite, terrienne, maritime, et c'est donc une nouvelle frontière pour nous, comme le disait le président Kennedy, pour notre développement. On n'a que 2500 km² de superficie terrestre, mais 315 000 km² de zone économique exclusive. Et dans l'océan Indien, on l'a répété tout à l'heure, l'amiral l'a répété, c'est avec les terres françaises, Mayotte, La Réunion, les TAF, nous avons une superficie de 2 800 000 km², soit beaucoup plus que la totalité de la mer Méditerranée. Pourtant, l'économie bleue à La Réunion est relativement peu développée, puisque le chiffre d'affaires est de 515 millions d'euros, 2800 emplois, quasiment pour les 3/4 fournis par les activités portuaires et navales. Il faudra donc conforter, bien sûr, ces activités, mais aussi mettre en valeur tout le potentiel d'autres secteurs, comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme. C'est pour ça que la région a fait de l'économie bleue une priorité. Pour une meilleure connaissance du secteur, la région a confié à l'INSEE, à Eliedom, une étude pour actualiser les données de l'économie bleue. Ce document est en cours de rédaction et sera disponible au début de l'année prochaine. On a participé aussi avec d'autres partenaires à la production d'études stratégiques comme le plan d'action RUP au sein de la prochaine programmation européenne, le schéma régional de l'aquaculture, le plan régional d'organisation et d'équipement de ports de pêche. Enfin, comme ça a été répété par monsieur le directeur, la région qui gère déjà les fonds FEDER et Interreg va également, à partir de l'année prochaine, gérer pour la programmation 2021-2027 le fonds FEAMPA, c'est-à-dire le Fonds européen pour les affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Cela nous permettra de nous engager encore plus en faveur de la pêche, qui a longtemps été une activité secondaire à La Réunion, mais qui s'est beaucoup modernisée, qui s'est beaucoup diversifiée. Actuellement, La Réunion est devenue la 2e région de France pour la pêche industrielle en valeur, derrière la Bretagne. Et sa balance commerciale en produits halieutiques est excédentaire et son développement reste considérable. Depuis 2009, l'Union européenne avait interdit les aides publiques à la flotte de la pêche en se fondant sur les stocks halieutiques de l'Europe. Ce qui a obéré le développement de cette filière, mais récemment, la Commission européenne a changé d'avis et donc elle met en œuvre une politique de financement des bateaux de 12 mètres et le financement également des bateaux de 24 mètres est également à l'étude. Comme je vois que notre animateur est debout... Je suis désolé que ça tombe sur vous, non, mais vraiment. Vous Peut-être en 2 mots, parlez-nous. Vous avez entièrement raison, c'est la règle. Donc je vais conclure pour dire qu'à côté de cette aide à la pêche globalement, nous avons 2 projets phares, donc le financement de la flottille maritime et le deuxième phare, c'est la création d'une compagnie maritime régionale dont la crise Covid a montré conjoncturellement la nécessité, mais dont l'étude structurelle de l'économie réunionnaise montre que c'est vraiment une vraie nécessité systémique. Alors, merci beaucoup pour votre... Non, mais je vais vous redonner du temps sur cette compagnie maritime. À quelle échéance à peu près la compagnie maritime, c'est une demande des acteurs, ouais, des professionnels ouais. qui se sont rendus compte, je ne vais pas développer la problématique et l'exposé des motifs de cette compagnie, tout le monde est bien d'accord. Il s'agit donc d'assurer un développement régulier de notre liaison maritime entre le nord et le sud, et surtout sud-sud. Mais cette compagnie maritime ne peut pas être une compagnie maritime, j'allais dire, isolée. Il faut qu'elle s'inscrive dans une politique régionale de co-développement pour fabriquer et pour produire également des frettes sans obligatoirement, simplement exploiter les ressources des différents pays de la zone. Merci beaucoup, Wilfried Bertil. Je vous en merci prie. infiniment. Merci. Lionel Garde, merci pour M. Bertil. Lionel Garde, vous êtes le directeur des TAF, cette zone maritime exclusive. On va vous donner un micro. Ça se partage et sans masque, c'est très bien, on est tous vaccinés. C'est une zone qui est composée de 5 territoires non habités. Elle est exceptionnelle et unique. Je crois qu'elle est plus grande même que le territoire métropolitain en lui-même. Parlez-nous peut-être un peu des TAF avant de nous expliquer le rôle de La Réunion, base avancée de ces zones lointaines.
Oui, les TAF ont été effectivement évoqués à plusieurs reprises dans le cadre de la maritimité de la France. En effet, sur les 25% dont on parlait, les TAF en représentent 22. La ZE de Kerguelen, c'est la superficie de la France métropolitaine. Donc ça donne la taille de ces territoires qui s'étendent de l'Antarctique avec la Terre Adélie au domaine tropical. On a évoqué les îles Éparses, donc le district des îles Éparses à proximité de la Réunion, entre guillemets, et entre les deux, les districts austraux, donc dans le domaine subantarctique avec Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam. Donc un ensemble de terres, mais qui sont surtout caractérisés par des grands, très grands, immenses espaces maritimes. Donc voilà, de 2,2 millions de kilomètres carrés. Qui fait que la France a le deuxième espace maritime au monde. C'est une contribution assez significative, en effet. La particularité de ces territoires, c'est que ce sont des territoires qui ne sont pas habités par des populations permanentes. Ce sont des territoires donc, qui bénéficient d'un statut particulier. C'est une collectivité, un territoire d'outre-mer avec un statut spécifique qui est administré par un préfet administrateur supérieur qui exerce tout le panel des compétences de l'action publique, à la fois de l'État, de collectivités de type régional, départemental, de l'action commune-mairie. En fait, on exerce toutes les compétences de façon modeste, évidemment, par rapport à un territoire comme la Réunion. Alors, comment est-ce qu'on peut relier TAF et économie bleue ? Voilà. Donc, cette maritimité fait que les TAF sont à la fois, et les particularités que j'ai évoquées autour de son absence de population et de la géographie de ces espaces, les TAF sont des territoires de sciences, ce sont des territoires aussi dédiés à la protection de l'environnement, mais c'est aussi des territoires dédiés au développement durable de certaines activités et notamment d'exploitation de certaines ressources d'intérêt pour nos sociétés, donc en particulier la pêche, on a évoqué un petit peu le sujet aujourd'hui. Dans l'ensemble des territoires qu'on a évoqués, des différentes géographies, du tropical au subantarctique, différentes pêcheries, donc au grand pélagique dans le domaine tropical, les thons, les espadons, mais aussi donc dans le domaine austral, la langouste que vous connaissez et la légine dont vous avez tous ici entendu parler. Donc ces pêcheries sont assez particulières. Je vais focaliser surtout sur les pêcheries australes, je pense que c'est les plus significatives, et notamment par rapport à cette question de l'économie bleue. Quelle contribution des TAF à l'économie bleue nationale et en particulier réunionnaise. Ces territoires permettent l'exploitation de la légine australe. Cette exploitation, du fait de l'éloignement et des conditions extrêmes des territoires, nécessite des moyens à la fois financiers, logistiques, humains considérables pour les exploiter. En termes de contribution à l'économie bleue, les pêcheries australes, dans des données de 2017 et les données plus actualisées, on est sur à peu près 80 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. De façon relative, ça fait quand même 7% du chiffre d'affaires de la pêche française, ce qui est considérable pour un territoire comme la Réunion. Et si on le ramène à l'activité réunionnaise, ça représente bien plus que la moitié du chiffre d'affaires de la pêche réunionnaise. Alors en valeur ajoutée, c'est à peu près 1% de l'ensemble des entreprises marchandes, de ce que produisent les entreprises marchandes réunionnaises. Donc c'est à la fois modeste et significatif. L'ensemble des produits pêchés dans nos territoires sont débarqués à La Réunion. Ils alimentent en partie le marché local. Donc les produits de la pêche australe créent un lien entre le territoire réunionnais, la France, et ces territoires non habités. Donc les activités liées à l'exploitation des ressources naturelles créent ce lien avec ces territoires qu'on n'a pas la possibilité de découvrir autrement. C'est pas un rôle facile. Non, c'est pas un rôle facile. Par rapport à la significativité, quand même, la pêche australe, c'est 630 emplois en France, dont 90% à La Réunion, sont basés à La Réunion, c'est-à-dire 570 emplois.
Donc c'est quand même important. 450 emplois directs, 120 emplois indirects et induits. Donc dans le paysage, des productions primaires à La Réunion, c'est très significatif. Les exportations de ces produits sont les deuxièmes exportations de La Réunion en valeur. La légine contribue, et donc le deuxième secteur en valeur pour La Réunion. Donc c'est vraiment très significatif. François Garde, je vais être obligé de vous poser une dernière question. Je rappelle que vous avez tous choisi les photos qui illustrent vos interventions. Vous avez choisi le Marion Dufresne en 2 mots. Pourquoi? C'est un bateau qu'on a vu hier soir dans le port. Il est très cher à une de mes amies qui est dans la salle et que je salue. Pourquoi avoir choisi cette photo? Oui, cette photo, donc les TAF, que ce soit par les entreprises qui exploitent nos eaux, comme le Marion Dufresne, qui est notre cordon ombilical, qui nous permet d'assurer la continuité territoriale entre La Réunion et ces territoires éloignés. Le Marion Dufresne est une contribution assez significative aussi à l'économie bleue, puisque comme les entreprises qui exploitent nos eaux, le Marion Dufresne, qui est notre propriété, sont des navires qui consomment un ensemble de biens et services qui sont produits à La Réunion, de la maintenance navale, de l'avitaillement. Les personnels qui travaillent sur ces bateaux consomment à La Réunion, font vivre des familles à La Réunion. Donc sur ce bateau, pareil, récemment, nous avons lancé un marché public pour la construction d'un mini-chaland. C'est une entreprise réunionnaise qui l'a obtenu. Et donc, ce sont des contributions au développement du secteur de la construction navale à La Réunion. Donc, voilà, l'ensemble des entreprises qui travaillent dans nos eaux, nous-mêmes, contribuons par notre activité à l'économie industrialo-portuaire et plus largement à l'économie réunionnaise. Je vous remercie beaucoup, Lionel Garde. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté de parler d'un territoire aussi vaste en aussi peu de temps. Olivier Hoareau, bonsoir monsieur le maire, c'est à vous, vous avez le micro. Donc nous allons dans un instant donner la parole au directeur du Grand Port, mais vous en êtes le président du conseil de surveillance. Oui. Vous êtes aussi et également maire du port avec un grand P. La spécificité à La Réunion, c'est que le port est ville, la ville est port. Tout transite ou presque par le port. Quelle est votre vision du développement de cet outil et quelle est votre, comment vous attachez-vous au port à développer les conditions d'une économie bleue autour de cet outil qui est dans votre commune? Alors, d'abord, je voudrais dire que la mer commence avec la terre. Pour parler de l'économie bleue, on regarde depuis la terre. Pourquoi je le dis, et je vais développer mon propos, Madame la Présidente, parce que les industries de stockage, de transformation, les ports ont un lien direct avec la terre. Et je peux en parler avec ma casquette de maire. On est 1660 hectares. On a 223 hectares de foncier réservés à l'activité industrielle-portuaire. Si je rajoute les zones artisanales et les autres entreprises, 1/3 du territoire du port, qui est la plus petite commune de l'île en superficie, 1/3 est réservé à l'activité économique. Je ne peux pas étendre mon territoire, hélas, à moins d'annexer d'autres communes, ça va être un peu compliqué, mais le sujet, vous l'avez compris, c'est de disposer du foncier. Disposer du foncier, c'est capital pour stocker, pour transformer, pour améliorer, pour agrandir, pour former. Et donc, le foncier nécessaire pour développer l'économie bleue est un foncier précieux. Et je le sais, puisque tous les matins, je vois des chefs d'entreprise venir me voir pour me parler de leurs besoins, et c'est normal. Mais on est contraint aujourd'hui. On est contraint, on n'a plus les mêmes largesses. Alors, il existe, et tout le monde le sait, une zone aéroportuaire qui va être aménagée. Peut-être que M. Le Crigeois en parlera tout à l'heure. C'est la dernière pépite. Et donc, il nous faut réussir collectivement et collégialement, parce que ça ne peut pas être une décision uniquement d'une collectivité ou du grand port ou de la ville et autres. Donc, on a développé une démarche partenariale, et c'est très bien pour pouvoir, ensemble, avec les chefs d'entreprise, avec celles et ceux qui font l'économie bleue,
pouvoir disposer du foncier nécessaire pour l'activité portuaire et pour l'activité industrielle de manière générale. Donc ça, c'est un élément important, la terre. Un tiers de mon territoire est voué à l'activité économique. Mais j'ai aussi un tiers qui accueille une population qui est concernée par cette économie bleue. D'abord en termes d'interface avec la mer. Et ne pas pouvoir accéder à la mer, c'est aussi demain un frein peut-être au développement de cette économie. Et donc il faut construire l'interface ville-port. Des projets existent et c'est tant mieux. Et je vous remercie d'avoir cité la ville du port, enfin en tout cas l'école Léonide Le Toulec pour le travail qui a été fait. Ça commence par là peut-être, c'est-à-dire sensibiliser les enfants, amener les enfants à comprendre, à identifier ce que c'est la mer, de regarder la mer non pas comme un obstacle ou comme l'horizon uniquement, mais comme demain le terreau du développement économique et aussi de la sensibilisation sur la question environnementale. Et je terminerai mon propos sur le troisième élément, c'est celui des hommes dont tu parlais tout à l'heure, cher Wilfried, qui font l'économie bleue, des hommes et des femmes, vous avez compris. Et donc, si on ne prépare pas la population réunionnaise, pour ce qui nous concerne, à acquérir les compétences, à accéder au métier de la mer, à accéder au métier de l'économie bleue, eh bien, on va toujours tourner le dos ou on va se contenter du minimum, et ce n'est pas l'objectif de cette séance de cet après-midi. Donc, préparer, c'est former. On partage ensemble l'ambition d'un lycée des métiers de la mer. Le préfet a cité tout à l'heure le campus de l'océan Indien sur le territoire du port, qui englobe notamment une partie justement des stagiaires qui vont se former au métier de la mer. Il faut un lycée, il faut préparer, et je prends l'exemple de la réparation navale. Si on ne prépare pas, eh ben, ce sont d'autres personnes qui vont venir à La Réunion, et vous avez entendu, il faisait un peu de bruit de l'autre côté de la rue tout à l'heure. C'est aussi ces revendications-là qui sont posées sur la table. Ça n'est pas uniquement écoute à nous, etc. C'est comment on intègre le Réunionnais dans l'appropriation de cette économie bleue, en le formant, en le préparant à accéder à des postes de responsabilité, en le préparant à acquérir des métiers qui lui permettront demain de sauter la mer, être capitaine de navire et autres. Voilà, j'essaie de respecter mon auditoire et les autres qui vont prendre la parole. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur le maire. Merci, c'est toujours intéressant d'avoir aussi la vision du politique. Donc vous avez effectivement parlé du directeur du Grand Port Maritime, Éric Le Grigeois. Merci d'être avec nous aussi ce soir. 5 milliards d'euros, c'est ce que j'ai lu dans la presse, je parle sous votre contrôle dernièrement, là, transitent par vos installations chaque année. Comment est-ce qu'un outil aussi fondamental se structure et qu'est-ce que vous faites pour répondre aux besoins du territoire? Vous l'avez entendu, vous avez entre vos mains la dernière pépite. Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Peut-être d'abord commencer par une mini-carte de visite du Grand Port Maritime de La Réunion, plus communément appelé Port Réunion. Hein. C'est un établissement public de l'État qui est né en 2013 de la fusion de la concession portuaire de la Chambre de commerce et puis d'un certain nombre de services de l'État, de l'ADEAL, pour le volet régalien, c'est la capitainerie, et puis pour le volet études et travaux portuaires. En termes géographiques, il y a 2 sites. Le port ouest, qui a donc été inauguré en 1886. C'est celui qui est vraiment très proche de la ville du port. Et puis le port est, inauguré un siècle plus tard, est dimensionné pour accueillir les grands navires. Grands navires, ça veut dire jusqu'à 350 mètres de long. C'est un port multi-activités. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est la 3e base navale de France. C'est le 4e port à containers de France. C'est le premier port de l'outre-mer français, départements et collectivités confondus. Et donc, effectivement, le terme n'est pas maritime, mais ça se veut être une locomotive dans un écosystème qui est extrêmement dynamique. Et nous, notre rôle, j'ai un de mes adjoints qui utilise souvent ce terme, c'est d'être un peu un régisseur de spectacle. Bien sûr, on a nos activités propres, on opère des terminaux, mais on est aussi là pour appuyer les collectivités pour certains de leurs projets
et les entreprises pour d'autres projets, de façon à ce que la synergie se développe et donc on arrive à quelque chose de positif pour le territoire. Effectivement, les 5 milliards dont vous parlez, c'est 97% en tonnage des importations réunionnaises. C'est à peu près actuellement 6 millions de tonnes en ordre de grandeur de flux. On a le titre de grand port, mais en fait, on est un petit port en surface. On a 200 hectares pour faire passer ces 6 millions de tonnes. Et tout l'enjeu qu'évoquait le maire de la zone arrière portuaire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'un certain nombre d'acteurs du port sont dans la salle, on voit bien que les murs sont un peu serrés et que les crispations que l'on a sur le port, c'est lié au fait que cette activité dynamique, tout le monde joue des coudes pour essayer de respirer et de développer son business. Et donc cette zone arrière portuaire, elle est essentielle pour le développement. L'INSEE en 2018, sur la base des chiffres 2016, en 2019, sur la base des chiffres de 2016, avait estimé que le complexe industriel-portuaire, c'est 410 entreprises, c'est plus de 4800 emplois, c'est 520 millions d'euros de valeur ajoutée. Et la ZAP, par rapport à ça, c'est un potentiel de 1800 emplois supplémentaires. Ce ne sont pas que de l'économie bleue. Après, tout dépend comment on périmètre l'économie bleue, parce qu'il y a tout un tas d'activités logistiques qui sont plutôt à dominante terrestre, mais tout ça fonctionne ensemble. Et la ZAP, c'est bien sûr des enjeux portuaires, c'est de nouveaux terre-pleins, c'est aussi un enjeu de réserver des surfaces pour, on va dire, le volet terrestre du hub maritime qui a été mis en place par la CMA-CGM depuis 2015. Et puis enfin, sur la couronne, c'est donner des espaces, donner des outils pour que la chaîne logistique réunionnaise devienne de plus en plus efficace, parce qu'on est collectivement conscient qu'il y a aujourd'hui du travail à faire pour que cette chaîne logistique, eh bien, elle réponde mieux aux attentes des acteurs économiques, que ce soit du Réunionnais ou des entreprises réunionnaises. On a découvert ces derniers mois, puisque on a évoqué dans les propos introductifs la hausse du fret maritime, on a une désorganisation des lignes, et cette désorganisation des lignes régulières a eu comme conséquence que certains bateaux ont fait des détours avant d'arriver à La Réunion. Et je pense que chacun a pris conscience de l'intérêt de ce hub qui a permis depuis 2015 d'avoir des dessertes directes depuis l'Europe. Lorsqu'il y a un détour, eh bien tout de suite, c'est des transit times d'une semaine, 15 jours. Quand le conteneur fait un détour par Maurice, le ramener à La Réunion, c'est parfois 3 semaines, parfois plus. Et on voit bien qu'il est important de préserver notre connectivité. Ce qu'on n'enlèvera jamais à La Réunion, c'est sa géographie. La géographie, elle est au croisement de grands flux. Elle est des croisements des flux nord-sud, les flux Europe-Australie. Elle est au croisement des flux entre le Far East et puis l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et donc, cette position géographique, elle nous donne des atouts très intéressants. Mais pour ce faire, il faut que l'on soit avec un port extrêmement efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que les investissements sur le port se poursuivent. Dans quelques mois, nous aurons 2 nouveaux portiques. L'investissement, il est quand même de 17 millions d'euros, qui vont venir compléter les existants. Donc ça veut dire qu'on aura 6 portiques performants et que ça donnera une capacité de traitement des escales extrêmement importante. Mais l'économie bleue, ça ne se limite pas à ça. J'évoquais tout à l'heure nos appuis aux filières. On a évoqué la filière pêche. Le grand port porte un certain nombre d'investissements pour elle, je n'y reviendrai pas. On a évoqué la réparation navale. Le grand projet que nous portons, c'est le dock flottant. La filière, elle s'est structurée pour pouvoir apporter une réponse très intéressante en complément de cet outillage qui ne servira à rien s'il n'y a pas des opérateurs économiques derrière. Et la clé, c'est une centaine d'emplois. En quelques mots, en quoi consiste ce dock flottant ? Alors en fait, l'idée, c'est que ce dock flottant permettra de mettre au sec tous les bateaux qui sont basés à La Réunion, dont les bateaux de la Marine nationale, nous l'espérons. Mais ça aussi aura une capacité d'attirer des flux. On espère par exemple que les tonniers qui aujourd'hui sont aux Seychelles et qui se font caréner à Maurice, eh bien, soient pour certaines activités attirés par La Réunion. On a déjà démontré pendant la crise Covid qu'ils avaient découvert sur leur GPS que La Réunion, ça existait pour faire les relèves d'équipage. Maintenant, on espère qu'ils s'en souviendront quand il faudra faire des arrêts techniques à La Réunion. Ça, c'est un point très important. Et derrière cette filière, le maire évoquait le sujet de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Déjà, les compétences se développent. Il y a déjà plus d'une trentaine de contrats d'apprentissage qui sont en cours sur les opérateurs de la place. Et demain, c'est une centaine d'emplois supplémentaires. Donc c'est un vrai enjeu que l'on souhaite faire. Et malheureusement, je vais être obligé de vous mettre en cale Oui. sèche. Alors, je voulais juste compléter sur mes mots de conclusion par rapport à cette mosaïque que vous voyez. Oui. Dire donc, je l'évoquais, on a un écosystème dynamique, mais tout cela doit se faire dans le respect de l'environnement. Et cet envol de pétrel, qui est une espèce protégée, est au cœur de nos réflexions pour qu'on arrive à concilier l'économie et l'écologie. Merci Éric Legrisois. Il y a le deuxième thème que nous allons maintenant aborder rapidement, c'est l'environnement dans tout ça. Vous l'avez compris, on a vu les conditions du développement d'une économie bleue. On voudrait se poser la question de savoir si c'est compatible avec l'environnement. Karine Potin, bienvenue. Vous dirigez la Réserve nationale marine. Vous êtes un peu la garante de cette exceptionnelle biodiversité dont bénéficie la Réunion. Est-ce que vous ne voyez pas d'un mauvais œil, finalement, toutes ces velléités de développement économique, touristique ? Comme le disait la présidente tout à l'heure, est-ce qu'on peut concilier économie et écologie ? Tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Bien évidemment que nous ne voyons pas d'un mauvais œil et justement, je vais vous l'expliquer. Donc, comme vous le savez sûrement, la réserve marine a été créée en 2007 dans un but, comme toutes les réserves nationales, de but de protection d'un patrimoine naturel exceptionnel à La Réunion, qui sont les récifs coralliens et tous les écosystèmes associés. Donc, ce territoire protège donc les récifs coralliens frangeant de l'île sur les côtes ouest et sud-ouest de l'île. Donc sur ces 35 km² sur 40 km de long, c'est un lieu d'un grand nombre d'usages, d'activités et d'une forte fréquentation. Donc il est à noter que la réserve marine travaille déjà de concert avec les secteurs privés, économiques, et j'y reviendrai. Donc allier développement économique, rentabilité financière et protection des océans, c'est peut-être une équation qui peut paraître difficile. Mais à La Réunion, il est à noter qu'une étude a montré, hors situation Covid bien sûr, que les récifs coralliens à La Réunion rapportaient au territoire une forte valeur économique, 49 millions d'euros par an au territoire, dont 28 millions d'euros pour le secteur touristique, 9 millions au titre de la pêche, qu'elle soit récréative ou professionnelle, les 12 millions restants partant sur la protection côtière contre la houle. Parce qu'il faut rappeler quand même que les récifs coralliens, en étant vivants, protègent la côte contre les phénomènes de houle, donc protègent aussi toute notre économie et toute notre urbanisation côtière. C'est pourquoi il ne faut pas opposer, évidemment, la protection de l'environnement et le développement économique de l'île. En fait, la protection de l'environnement, la protection des écosystèmes va augmenter en fait l'attractivité et va être génératrice d'emplois, comme je viens de l'annoncer. Ainsi, la réserve marine, parallèlement à ses missions principales, évidemment comme toute réserve nationale, que sont la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, l'acquisition et l'amélioration des connaissances, mais également la surveillance et la police, puisque nous avons une réglementation dédiée sur ce périmètre, se positionne de plus en plus comme un outil intégré du territoire, notamment au niveau du développement touristique, et cela du fait de l'approche des acteurs touristiques économiques de l'île eux-mêmes. Donc au sein de la réserve marine, par exemple, nous avons monté une commission écotourisme et développement durable pour travailler au plus près des acteurs locaux. Nous avons un partenariat très fort avec l'IRT, mais également avec l'OTI Ouest ou encore le Club Tourisme. Nous avons participé évidemment à différents événements qui concourent aussi à développer l'économie de l'île, comme le Festival de l'Océan ou encore le Salon du Tourisme. Nous participons aux réflexions pour mettre en place notamment tous les schémas touristiques régionaux. Nous avons participé également aux réflexions qui ont été menées autour de l'économie bleue pour l'élaboration du livre bleu ou encore aux travaux qui ont été initiés par le TCO autour du projet de labellisation Odyssea. Nous espérons d'ailleurs que cela reprendra pour aussi avancer, et aussi avec la région dans un certain nombre de programmes. Et nous avons également été invités dans des congrès internationaux autour de la Blue Economy, notamment au Sri Lanka et au Mozambique. Donc même si nous avons déjà initié, amorcé certains projets dans ce domaine, nous souhaitons nous intégrer davantage, et c'est inscrit dans notre second plan de gestion, en accompagnant des projets innovants,
Donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, en accompagnant des projets innovants au sein d'entreprises qui se veulent vertueuses et qui veulent agir dans ce domaine, et en vous proposant aussi de financer certains projets qu'on pourrait mettre en place. Donc c'est une mission à nous tous de mettre en place, en fait, je pense, un nouveau modèle, justement dans cette économie bleue, qui va allier la protection de l'environnement et le développement économique, sans oublier évidemment le troisième pilier, qui est l'aspect culturel traditionnel. Donc nous pensons, nous, que si nous travaillons de concert à La Réunion, que la mer, les récifs coralliens seront mieux protégés aussi, qu'elles seront source d'activité et d'attractivité, ce qui va nous permettre aussi, n'oublions pas de par notre position, de mieux rayonner aussi dans cette belle échelle de l'océan Indien. Alors j'avais envie de vous dire, voilà, pour conclure, donc j'étais assez brève, allons mettre La Réunion en l'air, allons mettre la mer de La Réunion en l'air, ensemble. Et je pense que la mer, en plus de son exceptionnalité, de sa beauté, il faut rappeler que la réserve marine abrite plus de 3600 espèces, donc on a une biodiversité exceptionnelle. En plus de tout cela, je pense que la mer a encore beaucoup à nous apporter, donc il faut qu'on croise les secteurs privés et publics, il faut qu'on arrête de s'opposer, et il faut qu'on croise l'économie et l'écologie en associant aussi davantage les citoyens. Merci voilà. Karine Potin, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais juste rappeler par rapport à l'image, parce que vous avez demandé tout à l'heure, parce que j'ai un tout petit peu de temps. Oui. Voilà. L'image que j'ai voulu présenter, c'est les récifs coralliens, bien sûr. C'est une magnifique image de Alexandre Hafner, juste pour le citer, qui montre évidemment la beauté des récifs coralliens de l'île. Et c'était pour vous montrer qu'on est intégré au territoire et que ce n'est pas juste des récifs coralliens tout seuls. Et que si on veut développer l'île et que si on veut protéger, il faut qu'on le fasse tous ensemble, chacun à notre niveau. Message passé, merci beaucoup. Message reçu. Sébastien Camus, je vais vous demander de vous saisir du micro qui est sous le siège d'Olivier Waraud. Je vous remercie. Vous êtes chef d'entreprise, patron de Réunimer, qui est spécialisé en transformation et distribution des produits de la mer. Alors c'est une jolie petite boîte, déjà 180 personnes, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce soir, vous venez avec la casquette de président du cluster maritime. Donc c'est plus seulement une caisse de résonance pour les entreprises qui veulent travailler dans l'économie bleue. Vous portez aussi au cluster des actions concrètes. Peut-être nous dire quelques mots du cluster avant de commencer et ensuite revenir sur un thème qui vous tient à cœur, c'est la décarbonation des navires. Oui, merci de me recevoir ce soir. Alors le cluster maritime, c'est une association loi 1901 qui est une émanation du cluster maritime national qui regroupe une trentaine de membres qui représentent la diversité des activités de l'économie bleue à La Réunion au sens très très large, puisque on y a bien évidemment des adhérents qui sont des pêcheurs, des transformateurs, des gens du shipping, mais aussi des banquiers, des assureurs ou des scientifiques. Donc c'est tout l'éventail des activités de l'économie bleue qui y sont représentées. Notre objectif, c'est bien évidemment de continuer à parler de l'économie bleue, mais c'est surtout d'en faire plus. Parce que l'économie bleue, on en parle beaucoup, mais on n'en fait pas assez, de notre point de vue. Et ce d'autant qu'on dispose, comme ça a été répété à plusieurs reprises, de la deuxième zone économique exclusive mondiale. C'est-à-dire que contrairement à la mairie du port, on a du foncier sur le maritime, mais on ne fait pas grand-chose dessus. En tout cas, on pourrait en faire beaucoup plus, parce qu'on est loin d'être la deuxième puissance maritime mondiale. On est la deuxième en surface, pas en activité. Donc voilà, un des enjeux et un des objectifs du cluster maritime, c'est de faire plus. Pour amener tout ça au niveau de La Réunion, c'est de faire plus à La Réunion, bien évidemment, en se souvenant et en essayant de faire se souvenir, en particulier à nos jeunes, que nous sommes sur une île. Et que donc il est bon de construire une économie qui soit basée sur le maritime. Alors tout ça, c'est une mission des entreprises qui sont adhérentes du cluster, mais pas que, toutes celles qui peuvent être intéressées de près ou de loin à l'économie bleue, parce que c'est aux entreprises d'aller chercher, d'aller motiver les jeunes qui sont formés, par exemple au lycée de la mer, lycée maritime, campus, comme on voudra, l'école d'apprentissage maritime aussi, les apprentis d'Auteuil qui interviennent aussi sur ces formations du maritime, d'aller les chercher, d'aller leur parler, de jouer ce rôle d'ambassadeur qui est aussi cher à la Fondation de la mer, pour aller motiver, expliquer ce qu'est le monde du maritime à La Réunion, quelles sont les opportunités qu'il le propose, et ensuite les faire venir à nous, parce que le maritime ne fait pas exception dans le milieu économique réunionnais. Nous sommes aussi en permanence dans des métiers en tension, et donc nous avons toujours besoin de recruter, donc il faut travailler sur cette attractivité. Ça passe par des projets structurants et le développement de l'économie, on en a parlé à plusieurs reprises,
ça passe aussi par une action réelle et concrète des entreprises pour aller chercher nos futurs employés. Alors sur la décarbonation des moteurs de bateaux, c'est un thème aussi que j'avais trouvé intéressant et dont vous vouliez nous parler. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans une révolution sur le maritime. L'Organisation maritime internationale a pour ambition que d'ici 2030, 50% des navires, donc du trafic maritime mondial, soient décarbonés. 2030, c'est demain. Ah oui. Et quand on dit décarboné, ça veut dire quoi? C'est avec des carburants qui sont non seulement non émetteurs de CO2, mais qui en plus, dans leur composition, dans leur fabrication, captent du CO2 qui est produit par les industries qui en produisent. C'est ce qu'on appelle les I, les E carburants. Donc on pense au méthanol, à l'ammoniac, à tous ces carburants de synthèse pour lesquels on a besoin principalement aussi d'hydrogène, qui est l'élément clé dans ces carburants de synthèse. Alors, tous ces grands bateaux qui naviguent autour de la planète et autour de la Réunion n'ont pas un impact économique direct sur le territoire réunionnais, même s'ils apportent nos marchandises, etc. Enfin, ce n'est pas de cette décarbonation-là qu'on va tirer directement un profit économique à la Réunion. Par contre, cette décarbonation ne concerne pas que les grands navires, elle concerne aussi tous les navires de taille plus modeste, y compris les navires de pêche, y compris les navires de servitude. Ce qu'on appelle un navire de servitude, c'est par exemple un remorqueur, c'est par exemple la pilotine des pilotes du port, donc la vedette des pilotes du port de Port-Est. Et donc tous ces bateaux-là, à échéance proche, devront être décarbonés. Sinon ? Sinon, ce seront des taxes, ce seront des règlements qui viennent de toute façon s'imposer à nous. Et donc, il faut qu'on arrive à faire d'une contrainte une opportunité. Ça a été dit tout à l'heure par le président du MEDEF. C'est vraiment cette capacité de rebond que l'on doit utiliser en tant que chef d'entreprise. Alors, il y a des projets de création, de fabrication d'hydrogène à La Réunion. Ça n'a de sens que si cette fabrication d'hydrogène qui est consommatrice d'énergie se fait à base d'énergie elle-même renouvelable. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Or, à La Réunion, avec la transformation énergétique qui est en cours, là, ça fait totalement sens. Donc, on va pouvoir faire du territoire réunionnais, à la fois en production d'énergie et aussi en consommation de ces futurs carburants de synthèse, un véritable modèle, et donc nous différencier par rapport aux territoires qui nous entourent, qui produisent tous, ça a été évoqué aussi précédemment, moins cher, les mêmes produits, sans aucune barrière à l'entrée sur nos propres marchés. Et donc si on ne se différencie pas par cette excellence, que ce soit dans la gestion des ressources ou dans l'efficacité environnementale, eh bien, on sera mort dans pas longtemps. Mais moi, je crois qu'au lieu d'être mort, on va se différencier et donc faire de la promotion du marketing vert, bleu, appelons ça comme on voudra, et qu'on fera de la valeur ajoutée sur ces contraintes environnementales. Et vous êtes optimiste sur la capacité de La Réunion à remplir cet objectif ? Elle réussit toujours. Très bien. Merci Sébastien. Merci Sébastien Gagné. Jean-Marc, est-ce que vous avez un micro, Jean-Marc Gansil ? Alors on va arriver tout de suite. Globis, que vous représentez ce soir, est une ONG qui a été créée en 2001 et qui est dédiée à la science et à la conservation des cétacés de la Réunion de l'océan Indien. Vous avez dû apprécier la photo qu'avait présentée Sabine Roux-Bézieux tout à l'heure, parce qu'on était parti sur les cétacés. Votre discours est surprenant, inattendu. Selon vous et selon vos travaux, la conservation des grands cétacés incarne parfaitement la convergence entre réchauffement climatique et protection de la biodiversité. En quoi est-ce que les baleines luttent contre le réchauffement climatique, Jean-Marc Gansil ? Oui, c'est quelque chose qu'on ignore et souvent dans le grand public, c'est des choses qu'on ne sait pas. Mais effectivement, il y a un lien très direct entre la préservation du climat, la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation des grands cétacés. En gros, on peut faire d'une pierre deux coups en préservant la biodiversité et agissant pour le climat. Devant vous, c'est clair que quelque chose est assez facilement compréhensible. On ne fera pas d'affaires sur une planète morte. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins à brève échéance, la question de l'habitabilité de cette planète. On ne va pas se mentir, la transition énergétique dont il a été beaucoup question ce soir n'aura pas lieu, ou en tout cas
aura lieu très lentement et sans doute pas assez vite pour faire face à des effets assez dévastateurs. Donc il faut qu'on amplifie aussi l'effet d'atténuation qu'un certain nombre de solutions peuvent amener en matière de séquestration carbone, en matière de stockage du carbone, en matière de production d'oxygène aussi. Et comme l'a dit Sabine Roux-Bézieux, l'océan est une magnifique machine climatique qui fonctionne depuis des millénaires et des millions d'années et qui nous fournit tout simplement la base de la vie et les services qui nous permettent tout simplement de vivre sur Terre. Là-dessus, la Réunion peut se distinguer, aussi bizarrement que ça puisse paraître, car on a un patrimoine naturel exceptionnel qui nous permettrait d'être partie prenante de cette lutte de façon tout à fait originale, comme l'ont montré nos travaux, mais aussi ceux du FMI avec lesquels on a travaillé. Une étude qui est parue en 2019 a mis en exergue le facteur très important de contribution des grands cétacés à la séquestration du carbone parce que, sans rentrer dans les détails, ils contribuent à fertiliser les océans grâce à leurs excréments en phytoplancton. Pas très glamour, mais c'est une réalité physique. C'est la vie. Donc, grâce à leurs excréments, le phytoplancton se développe et effectivement a davantage de capacité à stocker le carbone. Et en plus, ces grands cétacés vont se nourrir de krill, donc de zooplancton, qui s'est lui-même nourri de phytoplancton, et vont séquestrer des montants colossaux de carbone dans leur organisme. En gros, là où un arbre stocke 21 kg de carbone en une année, une baleine sur sa vie en stocke 33. Donc en gros, 5 à 10 fois plus si on ramène les échelles de temps à équivalence. Donc en gros, c'est bien de planter, mais c'est aussi super et presque encore mieux de préserver les grands cétacés qu'on a décimés depuis des décennies, puisqu'on a quasiment exterminé tous les grands cétacés de cette planète. Et aujourd'hui, on comprend que, ils sont un atout considérable pour nous et qu'au-delà de leur valeur intrinsèque, ils sont aussi une des garanties de notre propre survie. Voilà. Donc, on a envie de vous proposer chez Globis d'innover. Il était beaucoup question d'innovation, mais ce n'est pas l'apanage des entreprises, c'est aussi une question de vie ou de mort pour des ONG comme la nôtre, scientifiques par ailleurs, mais aussi dans l'éducation des jeunes. C'est de travailler ensemble à préserver ce patrimoine naturel exceptionnel que la Réunion a la chance d'avoir. Et donc, on va lancer dans les prochaines semaines un fonds carbone, ça sera une première mondiale, qui sera dédié à la préservation des grands cétacés, qui croissent pas simplement à la Réunion, évidemment, mais dans tout l'océan Indien. Donc ceux qui ne le sauraient pas peuvent apprendre que la Réunion est un peu l'épicentre de la recherche sur la préservation des cétacés au niveau de l'océan Indien. Et on a bien l'intention justement de jouer de ces partenariats régionaux au niveau de notre zone océanique pour travailler de concert avec tous les acteurs scientifiques, économiques, institutionnels et citoyens à capter des fonds pour soutenir des mesures de conservation au profit de ces grands cétacés. Donc voilà, on va appeler ce fonds Whales for Climate en bon réunionnais. Et l'idée, c'est bien sûr de vous interpeller toutes et tous pour que vos politiques de RSE, vos politiques de développement durable puissent en partie contribuer à soutenir cette initiative qui contribuera à la vie de ces animaux magnifiques qui font aussi un bon boulot pour l'attractivité de la Réunion et puis qui contribueront, grâce à leur vivacité, à leur développement, à nous préserver du pire avec ce réchauffement climatique qui s'amplifie. Alors, on n'a pas eu beaucoup de baleines. Cette année, c'est un signe, un mauvais signe, un drôle de signe? Oui, c'est un drôle de signe. C'est forcément un signe avant-coureur de bouleversement qu'on constate partout ailleurs sur la planète. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Souvent, les mouvements de ces animaux sont guidés par des notions assez simples, reproduction et nourrissage. Il semblerait qu'effectivement, il y ait des bouleversements assez forts sur les zones de nourrissage qui peuvent avoir des impacts sur des zones de reproduction et donc sur le développement de ces populations d'animaux. Donc, on voit partout sur la planète des phénomènes assez inhabituels. Ça a été le cas cette année à La Réunion, mais ce n'est pas forcément durable. On a eu aussi des années exceptionnelles, comme vous le savez. Il faut qu'on travaille tous ensemble parce qu'elles le soient encore davantage les années qui viennent. Merci Jean-Marc. Merci à vous tous. Allez, 2 dernières interventions pour terminer et on va rattacher avec le MEDEF puisqu'on va donner la parole à des chefs d'entreprise. Henri-Philippe Tessier, merci d'être là. Vous êtes le jeune, dans tous les sens du terme, créateur et dirigeant de Valobio, une entreprise qui produit depuis peu des engrais agricoles bio à partir de déchets de poissons. Donc les baleines font des excréments qui sont utiles, les poissons ont des déchets qui sont utiles. Comment vous est venue l'idée de Valobio ? C'est une idée qui a germé il y a 9 ans sur une réflexion, qu'est-ce qu'on fait des déchets de poissons aujourd'hui ? Et effectivement, pas de solution. Aucune solution offerte aux acteurs de la pêche. Pas de réglementation hyper définie sur le milieu. Et au final, la création, au travers d'une innovation, de la valorisation de cette ressource.
Je profite de remercier le MEDEF pour cette invitation, de nous permettre de présenter cette jeune entreprise en activité désormais depuis 2 mois. On offre une solution aux acteurs de la pêche qui ont ce qu'on appelle vulgairement du déchet de poisson ou tout acteur qui pourrait avoir du déchet de poisson. Il faut savoir que sur la majorité partie des espèces, le déchet de poisson représente 50%. Entre la tête, les arêtes, la queue et les viscères, on arrive vite à du volume. Ces volumes n'ont pas de destination pour l'instant, si ce n'est pour les professionnels, la solution de l'équarrissage. L'équarrissage est cher à La Réunion, il vaut 750 € la tonne, contre des sommes plus alléchantes sur la métropole, mais qui restent des dépenses de toute façon autour de 250 € la tonne. Donc il fallait essayer d'offrir une solution. Valobio propose de valoriser le sous-produit de poisson un peu à la mode Findus, en essayant d'en fixer les qualités pour en proposer le meilleur. Findus met ses usines dans le champ pour arriver à donner toute la qualité du haricot vert ou du petit pois. Valobio, et j'espère pouvoir vous l'expliquer assez simplement, essaye de récupérer le sous-produit de poisson, de le congeler pour pouvoir traiter dans des conditions sanitaires et odorantes les plus acceptables possibles. De ce produit, on va essayer de faire une réduction de matière, puisqu'on part d'un état solide des matières, pour venir vers une liquéfaction. Donc un broyage. Alors, excusez-moi, ne rentrez pas trop dans le process technique, mais dites-nous ce que vous en faites, à qui vous le vendez, quel est le marché et combien ça vous rapporte d'argent, cette bonne idée. Certes. Alors, de l'argent, pour l'instant, pas grand-chose, puisqu'il faut en dépenser avant d'en avoir. Mais pour poursuivre sur le process, parce que c'est quand même important de comprendre pour savoir la diversité des produits qu'on peut offrir en suivant. Cette matière est liquéfiée et notre innovation a consisté, en plus de rajouter de l'acide pour fixer la qualité de la matière, à y injecter une enzyme. Là-dessus, on est sur une véritable innovation qui nous permet de produire ce qu'on appelle un hydrolysat de poisson. Cet hydrolysat de poisson est naturellement un fertilisant liquide bio. Pour l'agriculture réunionnaise. On est bien d'accord. Donc on fait bénéficier l'économie bleue vers l'économie verte directement. Mais pas seulement. On est aussi une solution de nutrition animale, qu'elle soit aquacole ou qu'elle soit tout autre animal. On peut être un entrant dans la composition de nutrition animale. Le projet Valobio aujourd'hui est une réalité. La production a maintenant démarré. Il nous faut pouvoir montrer la qualité du produit pour arriver à convaincre de récupérer l'ensemble des volumes de poissons gaspillés aujourd'hui. Professionnels et particuliers. Tous. Une application est disponible, permet à tout un chacun de déclarer ses volumes. Pour inciter à cette économie circulaire, on achète cette matière. On achète cette matière 50 € la tonne et on la revend pour notre fertilisant à 550 € la tonne, ce qui est en comparaison du marché 6 fois moins cher que le marché bio sur le fertilisant. Ça fait x10 quand même, c'est pas mal comme culbute. Oui, certes, mais ça nous permet d'être juste rentable. La solution est de pouvoir diversifier en suivant, et on est déjà à ce titre sollicité non seulement par la France mais par l'Europe pour des implantations sur le Havre et sur le Pays Basque. La dernière action en date serait sur l'export, parce qu'on a des volumes aujourd'hui de traitement de l'ordre de 3000 tonnes annuelles, avec une proposition pour les années, dans les 2 ans à venir, de 2500 nouvelles tonnes. L'usine étant en capacité de traiter jusqu'à 10 000 tonnes. Alors, je vais vous poser une dernière question, si vous voulez bien. Vous ambitionnez à terme, une fois que votre business sera développé, de vous substituer à quel pourcentage des intrants d'engrais chimiques classiques, traditionnels? Sans aller conquérir ces parts de marché, il faut savoir que La Réunion importe tous les ans près de 27 000 tonnes d'engrais divers et variés. Je vous laisse imaginer que la part dite bio ou propre là-dessus est assez infime. Notre idée était de pouvoir proposer une solution à un coût très accessible pour que naturellement le choix se fasse là-dessus. Et à hauteur de combien de tonnes par rapport à ces 27 000? Qu'on ait une ordre de grandeur?
Malheureusement, sur les 27 000 tonnes, nous, je vous dis, on met à disposition 3 000 tonnes. 3 000 tonnes, c'est ça. Donc il faut bien se dire que les premières années, on sera plus sur l'ordre d'un millier de tonnes sur la conquête de marché. Mais le produit a une réelle qualité au point que la pharmacie s'y intéresse et qu'on est sollicité sur le salon de l'exposition universelle de Dubaï pour présenter Valobio, autant pour aller créer de nouvelles usines que pour proposer une solution clé en main d'usine. L'idée, encore une fois, c'est de proposer une solution de recyclage pour la valorisation des déchets de poisson. Merci Henri-Philippe Tessier et longue vie à Valobio. Voilà, on va terminer avec Stéphane Is. Est-ce que vous avez un micro? Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le représentant pour la Réunion et l'île Maurice de Blue Float Energy, une société qui est spécialisée en éolien flottant. À titre perso, je crois que c'est ce que vous m'avez dit, et vous avez contribué à installer la toute première éolienne en mer pour l'équivalent du total norvégien, c'était en 2005. Puis vous avez participé à un projet d'éolienne vers Saint-Brieuc. Qu'est-ce qui vous motive à venir développer l'éolien flottant à La Réunion, et pour quelles ambitions et dans quel délai? Donc, je vous remercie. Belle photo. Oui, tout à fait. Avec d'ailleurs un des navires du groupe Bourbon pour la petite anecdote. Donc, je me permets de prendre la parole et de vous expliquer un peu ce que je fais à La Réunion. D'abord, je reviens un tout petit peu sur mon histoire rapidement. Effectivement, j'ai travaillé pour le groupe Technip à partir de 2008. Technip, c'est un des grands fournisseurs de premier rang des compagnies pétrolières. Et chez Technip, j'ai développé l'activité d'énergie renouvelable et en particulier l'éolien flottant. Sur l'éolien flottant, donc en 2009, j'ai effectivement réalisé la première éolienne mondiale flottante au monde, profondeur 200 mètres d'eau et à peu près 2 mégawatts. Et puis ensuite, j'ai participé, où j'étais assez activement impliqué dans l'écosystème éolien en mer en France. J'ai participé au premier appel d'offres éolien en France sur la zone de Saint-Brieuc. Le projet est aujourd'hui en construction et sur le développement de l'éolien en mer globalement sur les façades méditerranéennes. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors pourquoi La Réunion? Pourquoi La Réunion? La Réunion parce que, à divers titres, d'abord parce qu'elle a un potentiel important de vent, un besoin d'énergie, une croissance d'énergie importante. Et donc, quand on regarde la dynamique du secteur au niveau international dans l'éolien flottant, donc je rappelle qu'il y a aujourd'hui à peu près 35 gigawatts d'éolien en mer installés. Sur ces 35 gigawatts, il y a 2 mégawatts uniquement de flottants pour l'instant en France. Les différents parcs sont aujourd'hui en construction. La France a la volonté de rattraper son retard dans le secteur avec une accélération dans l'éolien flottant. La France a lancé le premier appel d'offres commercial de 250 MW en éolien flottant, donc en Bretagne Sud. Et donc dans ce mouvement-là, moi j'accompagne ce mouvement et je représente Blue Float Energy. Blue Float Energy, c'est une société qui est basée à Madrid, qui est une filiale d'un groupe américain qui s'appelle Quantum Energy, et qui est essentiellement constitué de spécialistes de l'éolien en mer, qui a réalisé donc le projet que vous voyez là, qui est en fait installé depuis 1 an maintenant au large du Portugal. Et on est associé ici à La Réunion avec Acuo Energy pour étudier la possibilité donc, de développer un projet. Dans la PPE de La Réunion, vous avez 40 MW d'éolien flottant. On pense, nous, que ce potentiel peut être étendu à de l'ordre de 100 MW ou peut-être même un peu au-delà. Il devrait y avoir à peu près le volume équivalent. Alors 100 MW, c'est quoi par rapport aux besoins énergétiques de La Réunion dans une journée? Faites juste un ratio. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc La Réunion a à peu près 900 MW d'installés en capacité et fonctionne à peu près de l'ordre de 500 MW. Donc vous voyez, c'est de l'ordre d'un quart. Un quart, très bien. Grosso modo, en puissance installée. Voilà. Alors, La Réunion, les conditions sont réunies. C'est quoi vos ambitions? C'est quoi les délais? On peut imaginer voir ça au large de nos côtes quand? Alors, la PPE indique les 40 MW pour 2028. Donc, on espère qu'on pourra tenir ce délai, ce qui est évidemment loin d'être évident. Sur le premier appel d'offres en France auquel j'ai participé sur la zone de Saint-Brieuc, le projet ont été octroyés en 2012 et ils sont aujourd'hui 10 ans après en construction. Donc, vous voyez qu'éventuellement, il peut y avoir du retard. On espère effectivement qu'il y aura la mise en place d'un cadre réglementaire par l'administration qui sera suffisamment rapide pour permettre le développement, cadre réglementaire sur la sélection de la zone, cadre réglementaire sur le rachat et la reprise de l'électricité qui sera produite. Très bien, merci infiniment Stéphane Is. Merci pour votre intervention.
Cette séquence touche à sa fin. On va donner la parole pour quelques mots de conclusion. Ah oui, on va vous prendre un micro. Est-ce que je vais le chercher pour vous? Alors juste avant ça, si vous permettez, comme je n'ai qu'une parole, malheureusement, vous le savez, nous ne pouvons pas donner la parole à la salle. Donc il y a des participants qui m'a demandé de laisser passer un message. Je n'ai qu'une parole, je le fais. C'était de dire que la mer est fermée à La Réunion depuis 8 ans. Voilà, je pense que si ça suscite un débat, vous aurez l'occasion de le poursuivre après. Sabine Roux-de-Bézieux, merci de venir, s'il vous plaît, nous faire partager vos mots de conclusion. Bon, je suis la personne qui vous sépare d'un verre de champagne, donc je vais être extrêmement rapide. Ah, il y en a encore d'autres derrière. Oui, alors je vous sépare de rien du tout. Donc, merci beaucoup et bravo. Je suis très impressionnée de ce que je viens d'entendre. Je comprends que l'espace maritime autour de l'île de la Réunion est sécurisé. Je comprends qu'on a des financements grâce aux fonds régionaux. Je comprends qu'on a des infrastructures, qu'on a des start-up, beaucoup d'innovations, qu'on a une économie de l'île de la Réunion, des filières traditionnelles qui sont en train de se transformer. Alors peut-être un message, dans le cadre de cette transformation et de ces investissements, gardez toujours en tête l'impact sur le milieu, l'air, l'eau et les sols. Et puis n'oubliez pas aussi qu'un des enjeux, c'est de rendre les métiers de la mer moins pénibles. Ce n'est pas parce qu'il y avait la CGT dehors, mais c'est aussi parce que je vois beaucoup de femmes et de jeunes femmes dans la salle et que les milieux maritimes sont assez peu féminins, comme cette table ronde le souligne. Et que si les métiers sont ouverts aux femmes, ils seront par nature moins pénibles. Donc gardez ça en tête. Et le deuxième peut-être message que je voulais faire passer en conclusion, c'est de dire que la Réunion peut devenir un pilote, peut se distinguer, peut montrer l'exemple dans cette transformation vers l'économie bleue. Faites labelliser vos entreprises Ocean Approved, lancez des projets communs et vous pourrez montrer l'exemple à l'ensemble des régions françaises et pas uniquement ultramarines. Merci. Merci infiniment Sabine Roux-de-Bézieux. Merci beaucoup. Merci à tous. On vous libère. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et merci pour vos interventions et votre compréhension quant aux règles du jeu. Bien, pour cette dernière séquence, je vous l'avais dit, elle est très attendue par de nombreux